Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans 52 minutes avec. Au départ, rien ne prédestinait notre invité d'aujourd'hui à être un artiste et encore moins un artiste peintre, plasticien. Enfant, ce n'était pas le plus brillant parmi ses pairs en dessin, c'est le moins qu'on puisse dire. Et pourtant, le destin en a décidé autrement. Et puis, le grand dessein de l'homme n'est-il pas parfois justement de refuser son destin ? Et c'est ce qu'il a fait. Notre invité est aujourd'hui connu et reconnu comme l'un des artistes les plus innovants, les plus inventifs, les plus éclectiques de son époque, du continent et d'ailleurs. Un artiste en perpétuelle régénérescence, toujours à la quête et à la conquête de nouveaux territoires d'expression artistique en peinture, sculpture, installation et performance. Un artiste qui navigue agilement dans le temps et l'espace et dans la richesse infinie des pluralités transculturelles. C'est un Ulysse des temps modernes et son périple, son odyssée est loin d'être finie. Il est toujours ensorcelé par l'appel des sirènes pour de nouvelles pérégrinations artistiques. Sa première exposition remonte à une quarantaine d'années, en 1980. Et ce n'était pas n'importe quelle exposition puisqu'il s'agissait d'une collection de nus. Les critiques, au lieu de le brider, l'ont galvanisé et au lieu de le pousser dans ses retranchements, l'ont propulsé dans la cartographie et les labyrinthes de sa mémoire. Et au diable, le fil d'Ariane, car son salut réside justement dans cette infatigable quête de création. Pour reprendre son expression, entre oubli et réminiscence, réflexion et méditation, signes sacrés et racines, symboles vernaculaires, rythme et mythe, abstraction lyrique, couleurs et paysages issus de la décomposition solaire, éclatement des formes. Son œuvre est une empreinte qui incarne tout un univers. Notre invité d'aujourd'hui est l'artiste plasticien Abdelrahman Ouardane. Ouardane est aussi président de la fondation de l'association Arkan qui œuvre pour la promotion de l'art et la sauvegarde du patrimoine, une association qui organise des éditions Arkan Africa, une exposition internationale contemporaine pour l'Afrique. Il est vice-président de la Fédération des industries culturelles et créatives, filière art visuel à la CGM. Il était secrétaire général de l'Association marocaine des arts plastiques, commissaire de la Grande Exposition nationale des arts plastiques, GENAP, 3e édition, ancien président de l'Association Art et Culture de Casablanca, membre fondateur de la Conférence permanente de l'audiovisuel méditerranéen, membre du bureau de la Fondation Culture du Monde et membre du bureau de l'Association Village d'ateliers d'artistes. Abdelrahman Ouardane est actuellement à l'espace d'exposition de la Fondation Hassan II à Casablanca avec Tourat Bledi, patrimoine culturel du Maroc. Il s'agit d'ateliers artistiques et d'expositions qui se poursuivent jusqu'au 10 novembre. Et Abdelrahman Ouardane nous fait le grand plaisir d'être avec nous ce soir. Monsieur Ouardane, bonsoir et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, c'est un plaisir d'être avec vous, bien sûr. Je vous en prie, cher monsieur. Alors, rien ne vous prédestinait à être un peintre. Un peintre, ça a commencé à l'âge de 12 ans. Oui. Vous découvrez le dessin au collège. Racontez-nous cette histoire. Oui, c'est vrai, je suis un petit peu étonné parce que, en fait, comme vous dites, rien ne me prédestinait à la peinture ni au dessin parce que, bon, mes parents déjà n'avaient jamais été à l'école et j'ai vécu dans une ambiance et dans un environnement où il y a absence totale de tout dessin, de toute figuration. Et puis, toute iconographie non, rien, absolument rien. Ça me rappelle, bon, je raconterai tout à l'heure l'anecdote, c'est que quand j'étais au lycée, une fois, il y avait un petit élève à côté de moi et qui, je me rappelle très bien cette couleur jaune, dessinait une maison. Et pour moi, c'était la découverte de cette magie, de ce dessin, ça m'a vraiment marqué et j'ai gardé ça. Et puis, mais quand j'étais au lycée à la première année, dans la classe de dessin, parce qu'à l'époque, on avait le dessin, on avait les cours de dessin qu'au lycée, les 3 premières années. Je le découvre la première année et j'étais carrément nul, je n'arrivais pas à bien dessiner, ça ne marchait pas et j'avais vraiment une petite frustration parce que bon, j'étais bon dans toutes les autres matières, sauf l'éducation physique, je reconnais, et le dessin. Alors j'étais voir mon professeur, M. Tur. Et vous allez voir qu'avec M. Tur, on va y avoir une suite de l'histoire extraordinaire à laquelle je ne croyais pas. Et bon, je lui ai raconté un peu mon histoire, je me suis lamenté et il m'a placé
au premier rang et commençait à s'intéresser à moi. Il avait même un atelier avec sa femme, il faisait des sculptures. Et j'ai été voir un petit peu son atelier et je m'améliorais petit à petit jusqu'à occuper la première place à la deuxième année. Est-ce qu'il n'y avait pas, au début on comprend, il n'y avait pas une disposition, mais est-ce que c'était que le travail ou bien il y avait un talent enfoui quelque part? Sûrement le talent enfoui quelque part. Oui, parce que dès qu'il m'a offert l'opportunité, dès qu'il m'a accompagné un peu, il y avait quelque chose. Parce qu'on ne peut pas venir. Absolument, on peut apprendre la technique, mais après. Oui, bien sûr. Et je vais vous raconter une chose. À l'époque, mon père achetait une maison et il peignait cette maison. Il y avait les peintres qui étaient là. Et à chaque fois qu'il y avait un petit pot de peinture, je le mettais de côté. Et mon père, m'avait laissé une petite chambre en haut. Et moi, je prenais cette peinture et je peignais le sol, les murs, le plafond. Et un beau jour, il rentre, il trouve évidemment toute la chambre complètement peinte. Et je disais, ça y est, ça va être la salve de ma vie. Mais en fait, il a rigolé, puis il me dit... Subhana min khalaqaka wa kharbaqak. Ya walidi la درتي الطايله سيلي. Parce que votre père est issu d'un milieu paysan, donc oui. Pour lui, la peinture, les arts, c'était une perte de temps et que ce n'était pas des choses sérieuses. On ne peut pas vivre de ça. Le bac en poche, oui. Vous n'avez qu'une envie, faire des études de beaux-arts. Qu'est-ce qui va se passer? Ben oui. J'ai même formulé un dossier que j'ai envoyé avec mon ami Allem, qui est aujourd'hui un artiste peintre aussi, qui est parti évidemment à l'École des Beaux-Arts de Paris. Et moi, j'avais envoyé tous les papiers, j'étais accepté et il me fallait faire mon passeport. Oui. Et j'ai demandé l'autorisation paternelle et j'ai gardé ce souvenir parce que quand je descendais, il y avait mon père qui était là devant moi. Il me dit, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi? Je dis, c'est pour avoir mon passeport, pour aller faire les arts plastiques. Il me dit, si tu veux vraiment être mon fils, tu resteras à côté de moi, tu feras le commerce comme moi, mais pas du tout la peinture, le dessin, parce que c'est haram. Tu veux avoir des cheveux comme ça, tu veux être un drogué, etc. Stéréotypes pour dire un peu quelle a été la perception de l'art à l'époque, qui était vraiment extrêmement difficile. Et j'ai lâché. Je n'ai pas été à l'École des Beaux-Arts. Pour lui, c'est des jeunes qui tournent mal, qui sont des marginaux. Ah oui. Alors, vous vous êtes plié à la volonté de votre père, parce que vous voulez quand même la bénédiction de votre père. Et vous êtes inscrit à la faculté de droit de Casablanca en sciences économiques, alors que j'étais nul en mathématiques parce que j'ai fait un bac lettres modernes. Et une fois à la faculté, les gens réussissent, les étudiants, leur licence en 3 ans. J'ai mis à peu près 5-6 ans pour l'avoir. C'est-à-dire que je ne ratais aucune année, je doublais chaque année. Chaque année. Je n'aimais pas, je n'avais aucune passion pour ça. Mais la 6e année, le hasard, et j'ai dit, Monsieur Tur a voulu que je rencontre Monsieur Tur et qu'il me dise qu'il est propriétaire d'une... Il a lancé un atelier, les ateliers Tur à Villetaneuse à Paris. Oui. Et il m'a dit que je pouvais venir. Alors, vous avez quand même obtenu votre licence et puis vous êtes parti à Paris rejoindre votre professeur de collège, Monsieur Tur. Oui, exactement. Il est mort, le pauvre, oui. Et là, vous découvrez un autre monde. Totalement, parce que j'étais à l'atelier, je m'occupais un peu des services de l'atelier, j'arrangeais les choses, etc. Il m'a donné une petite chambre en haut et c'est comme ça que j'ai pu travailler dans son atelier, apprendre et en même temps préparer mon DESS en sciences économiques. Ah, vous avez continué là. J'ai fait les deux, c'est-à-dire et les sciences éco pour avoir mon doctorat en sciences éco et évidemment les ateliers Tur pour avoir le diplôme après 4 années. Après 4 années. Vous m'avez dit que finalement, vous n'avez pas regretté d'avoir fait ce doctorat en sciences économiques, même par obligation, parce que finalement, ça vous a servi. Oui, j'étais très en colère contre la décision de mon père, mais en fait, quand j'ai fait ce parcours, au contraire, j'ai dit merci beaucoup, parce que ça m'a permis un peu de m'armer, avoir un diplôme, évidemment, en sciences économiques, et aussi un diplôme en art contemporain. C'est vraiment une bénédiction. Ça, j'en suis très content. Souvent, les parents ne comprennent pas leurs décisions, mais après, on se rend compte que ça sert.
Alors, vous restez 4 ans à Paris. Vous allez faire les Beaux-Arts, l'atelier Tur. Et puis, pourquoi vous êtes rentré au Maroc? Pourquoi vous n'êtes pas resté en France? Généralement, on reste un peu plus souvent. Ou, par amour pour votre ville, Casablanca? Non? Je suis très attaché à mon pays, je suis très attaché à ma ville et j'avais encore une famille. Et je voulais un peu, quelque part au fond de moi, démontrer que oui, on peut réussir. Et je voulais, j'étais évidemment animé de beaucoup d'illusions, je reconnais, parce que je pensais que j'allais changer le monde chez moi. Mais en fait, j'ai vite réalisé que il y a des freins, mais je ne le regrette pas parce que j'aime beaucoup ma ville et je veux encore faire pour mon pays, ma ville. En tout cas, quand vous êtes rentré au Maroc à Casablanca, vous avez créé votre propre atelier et vous étiez épanoui. Et vous avez commencé à peindre et au début, votre inspiration, c'était vos origines, le terroir. Oui. Au départ, c'était ça. Je reconnais qu'au départ, j'ai organisé une première exposition. Et c'était en 81, je pense, à la galerie A3 à l'époque. C'était là où le siège de Le Matin Maroc Soir. Il y avait Fadl Dressi, que je remercie beaucoup, qui m'a beaucoup aidé à avoir cette exposition, à monter cette exposition. Et j'ai exposé les choses que j'ai appris, que je maîtrisais, c'est-à-dire le nu, la femme. Vous avez exposé les nus. Et en exposant la femme, bon, il y a eu évidemment la visite, le vernissage, tout le monde était heureux, il y a eu des points d'interrogation parce que les gens n'étaient pas bien. Mais en retour chez moi, Fadl Dressi, 2 jours après, me téléphone pour me dire « Wardan, s'il te plaît, viens ramasser tes affaires ». Je dis « Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ?» Eh bien, c'est parce que le nu, ça a dit « Lis un peu le matin, chauffe l'alam et tu vas voir ». C'était un scandale. C'était un scandale. Les gens ont été choqués. J'ai eu droit à des salves de critiques impossibles et j'ai dû ramasser, évidemment, et arrêter l'exposition avec beaucoup de frustration. Parce qu'à un moment, on vous a même surnommé le peintre de la femme, parce que vous aimez peindre la femme, parce que pour vous, la femme, c'est la métaphore de tout l'univers. Mais évidemment, jusqu'à présent, la femme est très présente dans mon travail, dans mes réflexions, parce que le Maroc sera ou ne sera pas grâce à la femme. Ça, j'en suis convaincu et je travaille beaucoup dans ce sens parce que la femme est à l'essence de tout et là, évidemment, une réflexion et un comportement qui diffère un peu de la réflexion de l'homme, quoique bon, les deux sont complémentaires, mais elle impulse beaucoup plus de passion et beaucoup plus d'émotion. Alors, après cet épisode, ou bien ce scandale qu'a provoqué l'expo des femmes nues, vous allez répondre à vos détracteurs de manière artistique, mais en même temps sarcastique, parce que vous allez faire une expo de femmes voilées. Exact. Qui est très belle d'ailleurs. Oui, ça a été un peu par réaction. Voilée, c'était le haïk, c'est joli. Oui, c'était le haïk, c'était par réaction, parce que bon, j'étais très frustré, je me suis retranché, et je me dis, bon, qu'est-ce que je vais faire pour sortir avec autre chose. Donc, ils ne veulent pas la femme nue. Alors, je vais la voiler, moi, cette femme. Et j'ai été à la recherche du voile et ça m'a permis d'aller découvrir un peu le voile à Souera, à Jdida, à Chaouen. Et ça a été vraiment une investigation magnifique. Investigation magnifique. Et puis, au gré, parce que vous voyagez, vous vadrouillez beaucoup au gré de vos pérégrinations, vous allez avoir un coup de foudre. Vous allez découvrir Émile Schill. Oui. Qu'est-ce qui s'est passé avec vraiment un accident de parcours. C'est-à-dire que dans ma quête et dans mes recherches du voile, parce que quand j'ai fait la première exposition du voile, j'étais moi-même étonné du succès que ça a eu cette exposition, parce qu'on lisait un peu le mouvement et la gestuelle de la femme à travers son voile. Et c'est beaucoup plus fin et ça a beaucoup plus de sens que de voir la femme complètement nue. Oui. Parce que bon, l'imaginaire et la suggestion jouent et donnent une valeur encore beaucoup plus forte à la corpulence et au corps de la femme et même à son esprit. Donc, moi, je cherchais un peu les formes de voile que je pourrais trouver et on m'a dit qu'il y avait un festival d'Émile Schill. Je ne connaissais pas.
Et je suis parti, évidemment, à ce festival. Vous êtes parti avec votre appareil photo argentique Exact, au départ. Hein. Exact, argentique. Et voilà, on roulait, il y avait les 12 Oui. photos ou les 24 photos, et on remplissait, puis ici, bon, il y avait tout. Mais ça m'a permis d'immortaliser certaines images de femmes voilées. Mais c'était juste le bout du piège, parce que le piège, c'était un peu les coutumes et la culture de ces personnes. Ça a été, le premier contact a été pour découvrir ce festival, pour découvrir les femmes. Mais je suis retourné à Émile Schill, j'ai vécu avec ces gens-là pendant longtemps, j'étais un peu dans leur maison, j'ai vécu un petit peu leur vie, et j'ai vu toute la masse de signes, de symboles, oui. d'allégories qui envahissaient leur monde. Et ça a été pour moi, bien sûr, j'ai repris encore la femme d'Émile Schill, mais tout en touchant à d'autres choses de beaucoup moins figuratives, de beaucoup moins... mais en tout cas, ce séjour va marquer tout votre parcours et toute votre œuvre. Oui. Avant de poursuivre la tradition dans cette émission, c'est de demander à l'invité de ramener un objet qu'on va découvrir. Donc, on va découvrir l'objet que Abdelrahman Werdan a décidé de ramener, de partager avec nous. Qu'est-ce que vous avez ramené avec vous, Monsieur Werdan? Alors, moi, j'ai ramené quelque chose qui est très cher à mon cœur, parce que elle symbolise la vie, carrément. Et c'est, voilà, une branche de l'olivier. Et j'ai chez moi 2 arbres oliviers, et j'en prends chaque matin, je mets dans mon thé, et j'adore ça, parce qu'en fait, ça évoque la résilience, ça évoque la résistance, ça évoque la fertilité, et ça évoque la régénérescence. Et ça, dans ma vie, c'est très important de me régénérer tout le temps. C'est très important pour moi de résister, de me résilier, et de tomber et de remonter. Si vous étiez un arbre, vous seriez un olivier. Oui. Totalement. Parce que vous savez que lorsqu'il y a incendie, l'olivier se régénère, se revit, et fait repousser ses feuilles, et il change de racines. Oui. Et c'est extraordinaire Et c'est l'histoire de votre vie et de votre parcours artistique, perpétuelle régénérescence. Oui. Alors, après, vous allez passer à une autre étape, parce que vous êtes comme ça, tout le temps en recherche. Mais je veux juste un peu préciser bien un sûr, truc. Bien sûr. C'est important pour moi, c'est parce que c'est le symbole du succès. C'est le symbole de la réussite. Vous voyez que c'était les lauriers? C'est comme les lauriers. À Rome, dans la Rome antique, c'était les lauriers? Oui, parce que quand il y a les sportifs qui gagnent, on met du laurier ou de l'olivier, ou des branches d'olive. C'est aussi la paix. Et quand il est porté par une colombe, évidemment, c'est le symbole de la paix. Et pour évidemment tous ces symboles-là, oui, je m'attache beaucoup à l'olivier. À l'olivier. Oui. Alors, vous allez continuer votre expérimentation, et là, vous allez commencer à vous éloigner petit à petit du figuratif. Oui. Vous allez rester toujours dans les femmes. Oui. Parce que pour vous, elle occupe un thème central dans votre création. Absolument. Mais vous allez la dépouiller, il n'en restera que des traces. Oui. Pourquoi ? Oui, parce qu'à un moment donné, je ne me retrouvais plus dans la représentation figurative. J'étais attiré, il faut le dire, par l'abstraction et par le symbole, parce que j'ai beaucoup travaillé, quand j'ai découvert ça d'ailleurs à Émile Schill, sur le signe, sur le symbole, sur l'allégorie. Et puis l'allégorie me menait un petit peu à styliser au maximum cette femme, de manière à la débarrasser de toutes les choses qui ne sont pas nécessaires ou qui troublent un peu l'imaginaire ou la vision, pour ne la laisser que pure et épurée. C'est pourquoi et c'est une démarche que je vais continuer dans tout ce qui paraît aux autres une discontinuité, parce qu'il y a ce souci évidemment d'épuration. Vous êtes en éternelle remise en question, en fait. Oui, c'est pourquoi j'ai choisi l'olivier. Moi, ma vie est faite de challenges.
Dans ma vie de tous les jours, dans ma famille, autour de moi, il y a toujours des choses à conquérir, à gagner, à atteindre. Et c'est un éternel combat dans ma vie. Évidemment, dans la joie et dans la beauté, pas toujours dans la tristesse. Et puis, je veux toujours réaliser des objectifs. Et c'est une nature. Alors, au moment où vous avez basculé du figuratif à l'abstrait, vous avez dit, enfin, peut-être plus tard, que le temps était venu, ça c'est vos propos pour moi, de m'affranchir de sa silhouette, celle de la femme, jusqu'à occulter le corps pour n'en préserver que la trace. Il me fallait à nouveau créer une autre esthétique. Donc, vous avez créé une nouvelle esthétique de la femme. Absolument, qui débarrasse un peu l'aspect figuratif parce que celui qui observe ou celui qui lit ma toile, il faudrait que je ne le perturbe pas, que je ne lui impose pas ma figuration. Il faudrait lui laisser le temps. Parce que vous savez, pour la création d'une œuvre, il y a généralement 3 étapes. C'est-à-dire, quand j'ai une toile devant moi et je la regarde et je dis, cette toile, elle doit produire quelque chose qui arracherait de l'émotion lorsqu'on la regarde. Et comment faire? Et c'est un trac terrible pour l'artiste face à ça. Vint la deuxième période où on est dedans. On pénètre et là, c'est un dialogue entre la toile et l'artiste. Et évidemment, c'est une bataille, ce sont des challenges qui se font. Mais ça procure beaucoup de bonheur à l'artiste qui le fait. Mais ce n'est qu'à la 3e étape qu'on pense à l'autre, qu'on pense à celui qui va regarder. Mais au préalable, moi, j'ai eu ce souci de dire il ne faut pas que je le perturbe par mes... Oui, alors... Vous avez trouvé, malgré cette transition, que vos toiles, qui avaient encore beaucoup d'éléments, qu'elles parlaient encore trop, qu'elles étaient encore plus bavardes. Alors vous allez faire une rupture cette fois-ci, et vous allez passer à l'abstraction et à une sorte de quête que vous appelez de l'universel. Cette rupture, comme toute rupture, elle est douloureuse. Parce que vous vous êtes retrouvé seul face à vous-même. Est-ce que vous avez eu des moments de doute quand vous êtes passé, par exemple, du figuratif à des tableaux comme celui-là? Oui, tout le temps. Est-ce que c'était dur? Est-ce que vous avez douté? Oui, parce que, vous savez, quand vous peignez quelque chose, vous avez du cœur pour ça, vous avez de l'amour pour ce que vous êtes en train de faire. Et débarrasser, essuyer, c'est quand même douloureux. Sauf que la motivation est différente. Là, en ce moment, quand j'essaie un peu de débarrasser ma toile et mon œuvre d'art de tous les superflus, de tout le bavardage, au fond de moi-même, je suis à la recherche d'une lumière, je suis à la recherche d'un silence. Et le silence est très important en ce moment, je le réalise. Le silence, c'est pas facile d'atteindre ce silence, cette lumière, parce qu'il faudrait s'élever. Il faudrait une abstraction très, très importante pour pouvoir, évidemment, accéder à ce rang. Et pour cela, vous avez besoin de silence et de lieux inhabités. Oui, aussi. Entre 2001 et 2007, c'était ça. C'était le signe, la lumière. Exactement. C'était ça. Et puis, vous avez découvert que, en fait, c'était une bénédiction parce que vous vous êtes lâché, il n'y avait plus de limites et de nouveaux horizons se sont ouverts à vous. Oui. C'est exactement comme si vous avez un beau ciel que vous déchirez pour redécouvrir encore d'autres ciels plus vastes encore et plus lumineux encore. C'est vraiment un bonheur. Parce que beaucoup de fois, on est face à une toile où il n'y a rien, on essaie un peu de la lire et on trouve de la difficulté parce que c'est juste un peu quelques symboles. Mais à y pénétrer, dans sa lumière et à pénétrer un petit peu dans toutes les significations qu'elle peut traduire pour vous, c'est un bonheur infini. Oui, alors vous êtes passé par toutes les étapes, parce que vous avez métamorphosé votre œuvre, mais à un moment, vous avez été aussi vers un univers sacré, de la spiritualité. Oui. Vous avez fait de la calligraphie. Oui. Oui. Et c'était après votre période abstraite, là ça commence déjà.
Oui, c'est l'une des dernières œuvres que j'ai réalisées en ce moment et que j'expose en ce moment d'ailleurs. En ce moment. Oui, oui, oui. Alors, vous voyez qu'elle est complètement démunie de tout bavardage. Elle est très silencieuse et il y a quelques petits mots de la calligraphie. Arabe et puis voilà. et des lettres. Oui, mais je ne mets pas de limite entre les calligraphies. Ça peut être chinois, français ou rien du tout, tout simplement inspiré des anciennes civilisations ou créé par moi-même. L'important est que je débarrasse, mais je pose quand même des interrogations, je pose des questions à celui qui regarde évidemment ma toile. Alors, un moment, avant de passer à la prochaine rubrique, vous êtes quand même retourné à vos anciens amours. Il y a eu un appel, une nostalgie pour Émile Schill, d'où c'est pas tout a commencé, mais il y a une grande partie d'Émile Schill dans votre parcours. Oui. Mais cette fois-ci, les femmes d'Émile Schill et les costumes, vous les avez peints différemment. Pourquoi vous êtes retourné à Émile Schill? Comme on retourne à à un amour de jeunesse? Mais oui, vous savez, l'émotion, la passion, l'amour que vous avez pour une personne ou pour une chose, et ça demeure en vous. Et vous avez beau le chasser, il revient. Et mon amour pour Émile Schill est très, très fort. Émile Schill est toujours présent, même si je ne le représente pas dans mes toiles, parce que pour créer, j'ai besoin de rêver. Et rêver, ça ne vient pas comme ça. On ne fait pas une commande pour un rêve. Le rêve arrive lorsque les barrières du conscient tombent. Et alors là, on se permet toute liberté. Et moi, quand je rêve, évidemment, je revois encore Émile Schill, je revois cette ambiance extraordinaire que j'ai vécue et ces émotions qui sont toujours enfuies en moi-même et que je ressors sous d'autres formes. Il y a eu aussi une époque du cercle, que vous appelez le cercle de la fragilité. Oui. Voilà, non, ça c'est autre chose. Ça c'est avec notre ami Al-Fadi, on va en parler, c'est une autre expérience. Oui. Qu'est-ce que vous appelez par cercle de la fragilité? Là, c'est un autre piège dans lequel je suis tombé dans ma création parce que je suis resté prisonnier du cercle pendant au moins 4 ou 5 années. Parce que j'ai remarqué que dans notre vie, au quotidien, nous vivons beaucoup dans le rectiligne, beaucoup dans la ligne. Et on est, chaque fois qu'on est dans une forme circulaire, on est ébranlé, on est perdu. Regardez le cirque, par exemple, la roue, tout ce qui tourne, nous ébranle et nous tourne. Et moi, je voulais évidemment emprunter cette voie. On parle de challenge, c'est encore un autre challenge. Je dis non, moi, je vais emprunter le cercle, je vais emprunter le circulaire et je vais essayer à l'intérieur de ce cercle de créer, de produire. C'est extrêmement difficile. Et vous en avez fait beaucoup de toiles en forme de cercle, parce que vous dites que ça vous permet de transmettre l'essentiel. Vous dites la fragilité de l'espèce, la fatalité de l'inévitable extinction d'un cycle de vie et l'urgence pour l'homme de faire appel à l'intelligence collective pour que chaque vie puisse prospérer dans un monde meilleur. Tout à fait, tout à fait. Vous savez, toute notre vie, c'est des cercles. Nous sommes conçus dans le monde qui est un cercle. Nous sortons dans la famille qui est le petit cercle. Nous allons dans la société qui est un autre grand cercle, l'univers un autre cercle, jusqu'à la mort. Et en fait, ce sont des cercles et des cycles de vie qui se forment dans lesquels on vit. Et à chaque fois, on se rend compte qu'on est fragile. Devant tout ça, on a beau être ce qu'on est, on est fragile dans ces cercles. Alors, vous n'avez pas fini d'évoluer, de vous pas d'évoluer, non, c'est pas de l'évolution, de vous réinventer, des métamorphoses, et puis on va poursuivre, mais on va s'arrêter pour de ne pas rester tranquille. De ne pas rester tranquille, de bouger tout le temps. On va découvrir. Vous a demandé de choisir 3 photos, 3 clichés. On va savoir pourquoi, pour essayer de vous découvrir de plus près. Et c'est la rubrique triptyque. On va découvrir les 3 photos que Abdelrahmane Ouardane a décidé de choisir et qu'il va commenter pour nous. On va découvrir, Abdelrahmane Ouardane, la première photo, le premier cliché que vous avez choisi. C'est des chiffonniers. Pourquoi ?
C'est une aventure que je viens de vivre il y a quelques semaines. J'ai rencontré, grâce à INSAF, l'association qui est dirigée par Mme Othmani Meriem, qui en ce moment travaille sur les chiffonniers. Et j'ai découvert des jeunes, des enfants malades, qui sont dans des conditions vraiment exécrables. Ils sont exposés à la maladie, ils sont exposés vraiment à la drogue et ils sont complètement marginalisés pour un petit revenu de rien du tout. Et je me suis dit qu'il faut absolument faire quelque chose pour ces jeunes. Et il y a possibilité de les protéger contre la marginalisation, de les rescolariser. Et puis nous avons, j'ai vu avec Mme Othmani pour voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait faire une action culturelle et artistique qui est à vocation évidemment sociale pour essayer d'aider ces gens-là. Et on est en train de collecter évidemment des œuvres et de travailler en équipe pour essayer de doter cette association de moyens de sauver évidemment ces jeunes. Ces petits chiffonniers. De les réhabiliter. C'est quelque chose qui m'a marqué. Ah, Émile Schill, on s'y attendait un peu? Eh bien, évidemment, je ne peux pas ne pas évidemment penser à Émile Schill qui a marqué évidemment totalement ma vie. On a vu tout à l'heure. Il m'a évidemment, cette région, ces personnes ont été très généreux et ils m'ont communiqué une source de créativité extraordinaire. Et je vis toujours grâce évidemment à tout ce que j'ai appris en étant avec ces gens-là, en vivant avec ces gens-là, avec tout ce que j'ai vu et tout ce que j'ai eu comme émotion et tout ce que j'ai partagé. C'est une forte inspiration pour vous. Très, très forte inspiration. Et je ne leur serai jamais reconnaissant. Assez reconnaissant. Assez reconnaissant, pardon. Troisième cliché, oui, mais on se comprend. Troisième cliché, l'Afrique, oui. L'Afrique, je milite pour l'Afrique, culturellement parlant, depuis maintenant une dizaine d'années. Nous avons créé une association qui s'appelle Arkan Africa. On va en parler tout à l'heure. Oui. Et nous organisons chaque année un événement qui s'appelle Arkan Africa et qui a pour objectif d'appeler à une résidence des Africains. Nous sommes maintenant à 34 pays africains qui viennent en résidence et qui créent ensemble. Et c'est une aventure et expérience magnifique, extraordinaire, parce que faire rencontrer ces Africains pour qu'ils travaillent ensemble, c'est évidemment leur proposer l'idée de penser à leur avenir et à leur devenir. Et vous savez que le Maroc a des liens très forts avec l'Afrique. Pas seulement aujourd'hui, mais géographiquement déjà, on est dedans. Historiquement, de l'époque déjà des Saadiens, le Maroc gouvernait le Soudan. Et puis, culturellement, sur le plan religieux, les Tijani, on connaît très bien l'histoire. Oui, les Gnawa, notre musique, notre tout. Il y a une très longue histoire et il y a une culture commune. Elle a une place particulière dans votre cœur, l'Afrique. Et ça nous fait la transition. Justement, on va parler, parce que c'est très important, d'Arkan Africa. Et on va voir, il y a plein de photos, d'événements, de jeunes, parce que vous aidez beaucoup les jeunes artistes africains. Là, c'est le logo de l'association, Association pour la promotion de l'art et la sauvegarde du patrimoine. On va voir les photos des artistes, par exemple ici. Oui, ça c'est... C'est au Maroc ou... Oui, c'est au Maroc. Ça, c'est une exposition qui a eu lieu, je crois, juste avant le Covid. Et il y avait comme invité d'honneur le Nigeria. D'ailleurs, on regarde un président de l'association. Et nous avons eu une résidence à Stuttgart et nous avons travaillé pour produire sur le thème de l'africanité. Qu'est-ce que l'africanité? Et chaque année, nous avons... Bon, il y a eu évidemment les 2 années de Covid. On n'a pas pu faire grand-chose. Mais chaque année, il y a un invité d'honneur et il y a une rencontre artistique qui met les... Et ce qui est extraordinaire, c'est que maintenant, Arkan a une notoriété plus forte dans les autres pays d'Afrique qu'au Maroc. Qu'au Maroc, oui. Et maintenant, aujourd'hui,
les artistes et les talents qui veulent... Là, c'était avec l'ambassadrice de Sénégal, Oui. avec laquelle nous sommes en train d'essayer d'organiser d'autres résidences. Je disais que les artistes, maintenant, nourrissent beaucoup d'espoir à adhérer à Arkane pour pouvoir, évidemment, tracer leur parcours. Et là, c'est Soli Cissé, Oui. un grand artiste de Dakar, le pauvre homme a perdu sa jambe. Maintenant, on lui a reconstitué, mais qui Oui. est très connu. Il a une autorité évidemment très forte et qui a travaillé avec nous aussi. Vous organisez des résidences d'artistes Oui. ici Au au Maroc. profit des artistes subsahariens. Exact. Et que vous aidez beaucoup. Oui. Et puis, il y a eu une très belle histoire d'amitié avec un artiste, un créateur de mode. Ah oui, mon ami Alfadi. Alfadi, racontez-nous cette histoire. C'est lui. C'est lui, c'est lui, Alfadi, mon grand ami, c'est une amitié de 20 ans. Le hasard a fait qu'un jour, il y ait un stagiaire un peu dans notre association et puis qui me parle d'Alfadi, que je ne connaissais pas. Et je regarde la télévision TV5 et il y a un reportage extraordinaire qui est fait sur ce bonhomme et on montre ce bonhomme très attaché à ses racines, à sa culture et très militant pour l'Afrique, mais aussi ouvert à l'international, à l'universel, parce qu'il travaille aussi à Paris et il habite New York. Et je dis, mais c'est un monsieur extraordinaire. L'Afrique a besoin de ce genre de personnes. Et je vois Othman et je dis, ce monsieur, je veux le connaître. Il me dit, c'est très simple, il faut prendre le téléphone et l'appeler. Moi, j'appelle Alfadi. Il me dit, non, merci, je suis en train de préparer un défilé de mode en Tunisie, à Tunis. Oui. Je dis non, le défilé de mode, il faut le faire au Maroc, pas en Tunisie. Il prend un billet d'avion, il vient au Maroc et on se rencontre. C'est le début d'une longue amitié avec vous, mais avec le Maroc. Oui. Il y a des événements qu'il organise avec le Maroc, avec le soutien d'organismes marocains aussi. Et puis, vous vous êtes lancé dans une aventure. On va voir des tableaux à 4 mains. Oui. Parce que, voilà... vous l'avez initié, vous lui avez mis le pied à l'étrier. Avant, c'était ses esquisses, des modèles. Exact. C'est un artiste né. Évidemment, il est dans la mode, il est dans le costume, mais il est aussi dans le dessin et la peinture. Et je l'ai invité à venir travailler avec moi dans mon atelier. Et c'est magnifique parce que les tableaux sont signés Alfadi Wardan. Exactement, Alfadi Wardan. Et nous avons travaillé ces tableaux. Nous sommes sur une collection de 100 œuvres. Nous avons travaillé ces œuvres ensemble dans le même atelier en nous inspirant de ces modèles. Qui sont, alors tous les tableaux que vous allez voir, ce sont les modèles qu'il a travaillés, mais qu'on s'inspire de ça pour essayer de créer. Et c'est une aventure merveilleuse parce que lorsqu'on a présenté ces œuvres à des grands collectionneurs, à des grandes maisons, tout le monde veut nous exposer. Et ça, c'est formidable parce qu'ils connaissent un peu l'histoire d'Alfadi. Et puis, la valeur créative de 4 mains les a intéressés. 4 mains, mais on voit que vous mettez le nom d'Alfadi en grand et que vous mettez le vôtre en J'ai beaucoup de respect pour Alfadi, beaucoup d'amour pour Alfadi. Et il mérite bien parce que... oui. Alors, je voudrais savoir, voilà une autre... Celle-là, elle est toujours inspirée de... C'est exactement son modèle qu'on a essayé de travailler. Mais si vous voyez peut-être le fond c'est totalement le fond que je travaille dans mes tableaux traditionnels classiques. Oui. Alors, on a fait un mix un peu de ces deux-là sur la même toile que nous avons travaillé ensemble, tous les deux. Lui, il déverse un peu toute sa créativité, moi aussi, et en conjuguant tous les deux, ça donne un travail. Et puis, il y a beaucoup d'universalité parce que les costumes sont d'inspiration africaine, mais quand on voit le visage de la femme, on ne sait pas s'il est eurasien, si c'est un peu japonisant, si c'est un peu... Donc, il n'y a pas les frontières. Voilà. Nous partageons évidemment cette chose, c'est que nous sommes pour l'universel. Il n'y a pas de frontière. La frontière a été créée par le colonialisme. Il faut aller au-delà de cette chose-là. Et là, vous remarquez, les signes d'Émile Schill sont bien en bas. Et la tenue d'Alfadi, elle est à côté. En mixant les deux, ça a donné des choses. Hein. Alors,
Vous exposez actuellement, c'est l'expo et atelier Torat Bladi. Oui. Voilà, on voit l'affiche. Ça a commencé le 25 octobre, ça dure jusqu'au 10 novembre, donc les gens doivent y aller. C'est à l'espace d'exposition de la Fondation Mosquée Hassan II. Vous êtes dans quelle phase actuellement? Quel mood? Quelle expérience? Alors, tout à l'heure, nous avons dit que je vis des challenges qui ne s'arrêtent pas. Là, c'est un nouveau challenge pour moi, pour notre association. C'est que moi, j'aime Casablanca, je suis de Casablanca. J'ai mes amis de la génération qui a suivi Belkahia et Melihi, comme Rahoul, comme El Hariri, comme Leila, comme Sharqawi, et comme évidemment Abdelrahman Banana, pour citer un petit peu les gens. On s'est réunis dans mon atelier et on s'est dit qu'il faut absolument reprendre un peu le flambeau de cette génération qui nous a précédés et qui a fait énormément de travail. Parce qu'on se rappelle qu'avant 1950, le Maroc ne connaissait pas la peinture. Oui. Il y avait les tableaux cartes postales qui reproduisaient un petit peu, voilà, orientalistes. Et quelques Marocains ont pris... Qui n'ont pas été reconnus tout de suite, etc. Ils n'ont pas été reconnus. Jusqu'au moment où il y a eu le groupe Casablanca, l'école de Casablanca. Et vous revendiquez du groupe de Casablanca? Oui, de la troisième génération peut-être. Oui, oui. Mais oui, j'appartiens, je revendique et je milite pour ça. Parce qu'ils ont fait un travail extraordinaire. Melihi, Belkahia, Shib'a, ils n'ont pas accepté cette situation d'être dans une phase où il n'y avait pas d'identité, où il n'y avait pas une voie très claire. Donc, ils sont retournés au patrimoine et ils ont puisé beaucoup de choses de patrimoine. Par exemple, Belkahia n'a pas accepté le support carré ou rectangulaire. Oui. Il est allé vers des formes tout à fait hybrides. Il a mis en avant le henné, le cuir, voilà, le henna, oui. etc. Shib'a, lui, il est parti faire des recherches dans l'artisanat pour essayer de trouver des éléments qu'il essaye d'adapter à la modernité. Et puis Melihi, Allah yarhamou, qui a fait un travail extraordinaire, Mal Khamisa, puis les vagues marines, et il a modernisé un peu. Et ils ont donné une peinture nouvelle, une âme, une identité, mais qu'il fallait continuer. Oui. Et là, c'est le rôle de cette génération maintenant qui vient. Et Torat Bladi est on expose qui? C'est pas que vous dans Torat Bladi. Nous sommes 5 artistes. Le premier groupe, il va y avoir plusieurs groupes. On a pris 5 artistes dans ce premier groupe. Il y a Abdelrahman Rahoul, El Hariri, Leila, Sharqawi, Abdelrahman Banana et moi-même, Abdelrahman Wardan. C'est un premier groupe. On a d'autres groupes qu'on va former parce qu'il y a d'autres artistes de notre génération qui vont regrouper. Et on est en train d'essayer de faire un collectif des Casablancais pour continuer évidemment l'effort de Casablanca. Casablanca. Avant de passer à la dernière rubrique, celle du chef-d'œuvre, et en lien avec l'identité, le patrimoine, le terroir qui reste notre source d'inspiration, il y a une chanson, parce qu'on n'a pas beaucoup parlé de vos origines, parce que vos parents sont de la région de Taroudant, de Houara. Oui. Et il y avait une chanson qui vous berçait petit, que chantait votre mère. Exact. Et vous avez souhaité la partager avec nous. Elle est revisitée, mais on va l'écouter et vous allez nous parler de cette chanson. D'accord. زين اللي في الصراح ودام المراح يشوفوك الناس
اللي بيتو ما لقيتو اللي ما بيتو صوتو ما عليا. Abdelrahman Wardan, c'est quoi l'histoire de cette chanson? Oh, cette chanson, elle éveille en moi, elle réveille en moi des souvenirs extraordinaires parce que, c'est une interprétation moderne aujourd'hui, mais la rythmique et le son restent le même. Ça, je revois ma mère qui nous racontait, qui nous chantait cette histoire parce que ma mère, elle est de Taroudant, elle est Houaria, elle connaît évidemment très bien toutes les coutumes et les chansons Houariat. Et puis, quand elle est bien avec Oui. mes sœurs, mes frères, elle nous chantait de la chanson magnifique qui, évidemment, ça me donne la chair aux poules parce que Oui. ça réveille en moi des souvenirs magnifiques. Et d'ailleurs, la chanson Houari, c'est un terroir, c'est un patrimoine extraordinaire qu'il va falloir encore faire bouger. Aussi bien du côté des Amazirs que du côté Oui, des parce que, arabophones. voilà, ma mère, justement, quand elle était qui était un petit peu... elle était toujours fière de me dire je suis Anna bint Sherif, je suis Sherifa. Et ses parents, son père parlait berbère et sa mère parlait arabe. C'était parce qu'il y a la proximité arabe-berbère Bien et sûr, ils vivaient Ahouara, dans c'est- une harmonie extraordinaire. C'est une très belle interprétation. Je ne sais pas, je ne connais pas cet orchestre qu'il a reprise. Je ne sais pas. Mais, non plus, ils l'ont- mais je moderne- retrouve la rythmique. Vous retrouvez le rythme. Oui, totalement. Vous retrouvez la chanson qui a bercé votre enfance. Ah oui, ça, c'est... Oui. Il y a beaucoup d'années de ça et je le sens avec beaucoup d'émotion, vraiment. Ouais. Alors, avant de passer au chef-d'œuvre, là, vous êtes dans une période où vous allez de plus en plus vers plus d'épuration. Vous avez besoin de silence, de vide. Est-ce qu'on va se retrouver, Abdelrahman Wardan, avec vous, avec des toiles vides, blanches, presque? Rien n'est Pourquoi impossible. pas, je ne sais pas. C'est-à-dire, Vous avez- je vous avez vous laisse besoin de libre un quoi en peu, ce moment? Mais libre, c'est pas de la monochromie, c'est minimaliste. C'est-à-dire, je fais Déjà ici, voilà, le moins de perturbations possible. Par exemple, ici, j'essaie de mettre en avant plutôt la transparence. Oui. C'est cette partie transparente qui est importante dans ce tableau où il y a un petit peu juste sa position de forme carrée, mais qui laisse un peu deviner tout le blanc qu'il y a au milieu de ce tableau. Je suis un petit peu aujourd'hui dans cette logique d'épurer au maximum, d'être minimaliste et de ne signifier que l'essentiel et de laisser la liberté à celui qui lit le tableau Oui. de voyager comme il l'entend. Et vous ne savez pas où tout cela va vous mener, parce que vous évoluez, mais vous ne savez jamais Heureusement. jusqu'où vous irez. Heureusement, tant mieux. Sans pour avoir l'impression de faire des infidélités à toutes vos précédentes expressions artistiques. Ce n'est pas de l'infidélité, c'est une continuation, C'est de la tout simplement. continuation. C'est de la continuation. C'est-à-dire qu'il y a eu des phases, mais quand je reprends et je relis un petit peu, ce sont des phases qui se complètent. Ça a été écrit que ça passe un peu par toutes ces perturbations, toutes ces phases, mais ça n'est pas... c'est-à-dire ça continue, c'est une continuation Oui. pour moi. Alors, justement, ça nous mène à parler du chef-d'œuvre, parce que le chef-d'œuvre, il est en lien avec justement cet univers épuré. Et on va découvrir le chef-d'œuvre qu'a choisi Abdelrahman Wardan. Alors, Abdelrahman Wardan, vous n'avez pas choisi une œuvre, vous avez choisi un artiste. Et quel artiste? On va découvrir. Oui. Pierre Soulages. Oui, Pierre Soulages. Qui vient de nous quitter. Oui, il vient de nous quitter malheureusement il y a Hier, 2 jours, je crois, oui. oui. À l'âge de 102 ans. Et moi, j'ai gardé un souvenir extraordinaire de ce monsieur. J'étais par hasard une fois à Beaubourg en octobre 1990. Et il fêtait, je crois, ses 90 ans à Beaubourg. Et il était là par hasard pour essayer d'expliquer un peu sa démarche. Très sincèrement, moi, les premiers temps,
ça ne m'interpellait Vous n'étiez pas fan. Vous Voilà. étiez en pleine période figurative à l'époque. Exactement, exactement. Pour moi, la peinture, le dessin, c'est la figuration, c'est la représentation des choses. Et puis, il était là, j'ai assisté un peu à sa conférence où il a expliqué que son approche de la couleur, les différents noirs qu'il y a en un seul noir. Et j'étais impressionné par aussi tous les outils et les matériels qu'il utilisait pour essayer de faire un relief ou un creux, voilà, par exemple, comme ici, pour faire... Oui. Et à la fin, j'ai été allé le voir. Et il a eu la gentillesse et la simplicité de me parler, que j'étais jeune à l'époque. Et il m'expliquait que, justement, dans son travail, il recherche ce que j'ai dit tout à l'heure, ce silence, il recherche cette simplicité, il recherche cette lumière. Et quand un tableau est totalement noir, il faut voir de la lumière en ce tableau parce qu'il a eu l'art et la magie d'introduire la lumière dans le noir et de croiser le noir et la lumière et d'en faire toute une interprétation. À l'époque, évidemment, je trouvais ça un petit peu Oui. dur à assimiler, mais avec le temps et par et pourquoi j'estime beaucoup ce monsieur, Allah yarhamou, il vient de mourir, c'est parce que à une certaine époque, il m'a orienté, il m'a tracé les luminons de ce à quoi je suis arrivé aujourd'hui. L'abstraction, c'est pas facile. La preuve, vous avez mis plus de 40 ans Oui. pour y arriver. Oui. C'était un parcours riche, Oui, très 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 riche. exactement. Merci beaucoup, Abdelrahman Ouardin, d'avoir été avec Compris, nous et d'avoir compris. partagé avec nous vos différentes un plaisir. expériences et tranches de vie. Merci, monsieur. Merci beaucoup, je suis vraiment très enchanté C'est d'avoir moi qui vous participé avec remercie, vous. cher monsieur. Merci beaucoup. Merci. Madame, monsieur, merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur Média TV. À la semaine prochaine.